Bienvenue dans Légistream, l'émission Twitch de la chaîne parlementaire. On va pendant une demi-heure avec un premier député, une demi-heure avec un second député. On va pouvoir discuter tranquillement et surtout poser plein de questions grâce à mes collègues et néanmoins amis. Fanny Veil, bonjour. Bonjour. Et Marco Pommier, qu'on retrouve évidemment sur les questions au gouvernement et plein d'autres programmes sur la chaîne parlementaire. Merci de participer à cette émission, c'est chouette. Et puis, qui on va interroger aujourd'hui ? Eh bien, le député Romain Eskenazi, député socialiste, du Val d'Oise et membre de la commission du développement durable. On y reviendra un petit peu plus tard. Tout d'abord, je voulais revenir sur les questions au gouvernement d'hier. C'était votre première question au gouvernement, une question sur laquelle vous êtes revenu sur le meurtre, l'assassinat d'Aboubacar Cissé. Et il y a eu, en début de séance, un hommage, 1 minute de silence. Et cette minute de silence, si on comprend bien, elle a eu du mal à s'organiser. Vous pouvez nous expliquer un petit peu les coulisses de ce qui s'est passé en conférence des présidents ? En conférence des présidents, la présidente Yaël Braun-Pivet a annoncé qu'il y avait une forme de jurisprudence désormais à l'Assemblée et qu'il n'y avait plus de minute de silence pour ce qu'elle a pu qualifier de faits divers. Ou de cas isolés. Ou de cas isolés, voilà, faits divers ou cas isolés. Et donc, parce que c'est vrai qu'on a malheureusement tous les jours des meurtres et des drames en France et qu'on ne pouvait pas faire à chaque fois des minutes de silence. Et je pense qu'elle était assez convaincue que ce n'était pas simplement un cas isolé, que ça s'inscrivait dans un contexte un petit peu plus général et qu'il y avait la communauté musulmane de France, mais plus largement la nation tout entière, qui avait été très heurtée que dans un lieu de culte, qui est censé être un lieu de paix, un lieu de recueillement, un lieu de prière, une personne se fasse assassiner à coups de couteau, avec un assassinat filmé. Voilà, donc je pense que l'émotion nationale était vraiment très forte. Preuve en est, hier comme aujourd'hui, beaucoup de mairies ont organisé des rassemblements, des minutes de silence, etc. Donc c'est un drame qui a ému beaucoup de monde et qui dit quelque chose d'un fait de société en ce moment, d'une forme de division de la société, d'augmentation de la haine, de l'intolérance, qui est à l'inverse des valeurs de la République. Et je pense qu'elle a eu raison de faire cette minute de silence. Et donc cette première question, qu'est-ce que vous en attendiez ? C'est-à-dire, au-delà du fait de revenir sur ce drame, comme vous l'avez dit, qu'est-ce que vous attendez finalement du gouvernement ? Qu'est-ce que vous avez demandé précisément à François Bayrou ? Le hasard fait que, il y a 2 ou 3 semaines, j'ai fait ma première intervention à la tribune de l'Assemblée nationale. Parce que vous savez, j'étais intervenu régulièrement dans l'hémicycle pour défendre des amendements, m'opposer à des amendements, mais j'avais jamais eu l'occasion de monter à la tribune. Et je l'ai fait il y a 2 ou 3 semaines dans le cadre d'un débat dont le thème était l'islamophobie et la haine anti-musulman, qui était un débat proposé par le groupe écologiste. On peut régulièrement proposer des débats sans vote. Et donc là, il y avait eu un rapport avec un certain nombre d'auditions faites par des collègues et un débat. Et donc j'avais pris la parole à ce moment-là. Et donc là, c'était 5 minutes de prise de parole et j'ai pu, en 2 minutes, d'abord, évidemment, rendre hommage à la famille, aux proches, à la communauté musulmane, mais dire que c'était même globalement la nation tout entière qui avait été touchée par ce drame, au-delà des confessions, des croyances ou des non-croyances. Et donc, la demande, c'est de prendre la mesure du phénomène de société, de prendre la mesure de l'augmentation de l'antisémitisme, de l'augmentation des actes anti-musulmans, de l'augmentation de la division et des tensions dans ce pays, et avec des politiques publiques qui doivent derrière être mises en œuvre pour répondre à cette crise. L'islamophobie, pour vous, c'est un phénomène de société ? Vous venez de parler de phénomène de société. Oui, je considère qu'aujourd'hui, quand on parle à la communauté musulmane, et il y a un certain nombre de membres de communauté musulmane dans ma circonscription, j'ai par exemple Sarcelles dans ma circonscription, ou d'autres villes avec une communauté musulmane assez structurée, et quand on leur parle, ils ont effectivement le sentiment assez général, assez partagé, d'être mis au banc de la société, d'être stigmatisés par les médias, d'être stigmatisés par un certain nombre de groupes politiques, d'avoir une forme, ce que j'ai appelé une forme de surenchère législative à l'encontre de cette communauté-là. Donc j'ai effectivement le sentiment que, à la fois des discours politiques, des discours médiatiques, vous avez, je crois, en France, 1 million de personnes qui se disent victimes de discrimination. Donc la question des discriminations, encore une fois, moi je suis profondément républicain universaliste, donc je ne sectionne pas les musulmans, les juifs, les chrétiens, mais globalement, la question des discriminations, et en particulier, parce qu'elles ont chacune leur particularité, l'antisémitisme et l'islamophobie, j'ai effectivement le sentiment que c'est un problème aujourd'hui qui est plus criant qu'il y a 20 ans dans ce pays. Mais est-ce qu'on peut vraiment parler d'islamophobie ? On sait que Bruno Retailleau, il n'a pas utilisé ce mot, lui il dit acte anti-musulman. La gauche parle d'islamophobie, mais l'islamophobie, c'est vraiment une attaque contre la religion de l'islam en tant que telle. Là, c'est une attaque contre un musulman. Donc, est-ce que c'est vraiment le bon mot que vous avez choisi dans votre déclaration ? Je sais qu'il y a un débat sémantique sur ce mot-là. Moi, je considère qu'à partir du moment où les victimes
emploient eux-mêmes ce mot, se disent « moi je suis victime d'islamophobie ». Qui je suis, moi, pour aller remettre en question un sentiment que ressentent les personnes elles-mêmes. À partir du moment où les personnes elles-mêmes se disent victimes d'homophobie, victimes d'islamophobie, à ce moment-là, je ne vais pas aller contester le mot qu'eux-mêmes utilisent pour décrire les discriminations qu'ils subissent. Je pense qu'au-delà des attaques contre les musulmans, contre les personnes musulmanes, je pense qu'il y a en effet une forme de discours de crainte de la religion musulmane, non pas des musulmans, mais de la religion elle-même. Vous savez, ce discours de guerre des civilisations, ce discours de grand remplacement, ce discours de dire on a peur de cette culture, on a peur de cette religion qui n'est pas la nôtre, qui est loin de notre civilisation, etc. Et donc je pense qu'il y a effectivement ce phénomène-là et dont sont victimes les musulmans. Mais je considère, moi, qu'il y a effectivement une forme de phénomène d'islamophobie aujourd'hui. On ne considère pas le musulman comme un père, mais comme une personne différente, avec une autre culture qui veut vouloir imposer sa culture, ses rites, etc. Et donc je considère qu'il y a aujourd'hui dans ce pays une forme d'islamophobie qu'il faut combattre. Moi, l'acte anti-musulman, c'est dans la loi. C'est un acte de haine, c'est puni par la loi. L'islamophobie, c'est plus un sentiment, un ressenti, une peur, un rejet, qui n'est pas puni par la loi, mais c'est un sentiment que ressentent les victimes, et donc moi, je l'utilise sans l'utiliser bien volontiers. Et en parallèle, vous l'avez dit vous-même, il y a aussi des actes antisémites, des actes antichrétiens. Je crois que sur le début de l'année, je crois que c'est entre janvier et mars, on est à 280 pour ce qui est des actes antisémites, 79 pour les anti-musulmans, et je crois que c'est 169, voilà, très précisément pour les antichrétiens. Est-ce que finalement le problème, il y a effectivement sans doute de l'islamophobie, est-ce que le problème c'est pas plus global finalement? Est-ce que déjà c'est pas un problème de religion tout court? Et est-ce que c'est pas un problème juste de violence globale qui va même au-delà de ce critère-là de la religion? Vous avez parfaitement raison. Et d'ailleurs, j'avais 2 minutes hier pour parler du meurtre de M. Cissé. Et j'ai employé le mot antisémitisme, haine antichrétien. J'ai appelé à une mobilisation générale pour un plan global de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et toutes les formes de haine et de discrimination. Donc je suis d'accord avec vous. Et je dirais quand même que le nombre de députés du Rassemblement national aujourd'hui dans l'hémicycle, qui est un nombre historique, et si on le prend avec ses alliés, c'est 25% de l'Assemblée nationale qui est aujourd'hui classée, et c'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil d'État, à l'extrême droite. Oui. Et je trouve que ce fait-là, objectif et politique, révèle quand même quelque chose du climat que vit la société aujourd'hui. Je pense que le nombre de députés de Rassemblement national est un symptôme, une forme de mal-être de la société, et que plus il y en a, plus ça prouve qu'il y a une difficulté, et moins il y en a, plus ça prouve que le vivre ensemble va mieux dans notre société aujourd'hui. Vous parlez d'un plan, mais concrètement, vous metteriez quelles mesures dans ce... Mais voilà, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Il y a plusieurs choses. Donc je vous dis, il y a 1 million de personnes qui se disent victimes de discrimination en France chaque année, et il y a, je vous le donne en mille, le nombre de condamnations, parce que je suis aussi membre du groupe d'études de lutte contre les discriminations, il y a chaque année entre 0 et 6 condamnations par an pour des actes de discrimination. Donc il y a un vrai écart entre le ressenti et les condamnations judiciaires. Il y a eu sur la question des luttes contre les violences faites aux femmes un vrai travail de fait, notamment avec les gendarmes, avec les policiers, avec la justice. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus pris en compte quand on vient porter plainte qu'il y a 10 ans. Je pense qu'il y a ce vrai travail à faire de formation, de mieux prise en compte, quand on vient porter plainte et qu'il y ait une vraie prise en compte de la question des discriminations, quand quelqu'un se dit victime de discrimination, premièrement. Et donc ça passe notamment par la DILCRA. La DILCRA, c'est la délégation interministérielle de lutte contre le racisme, l'antisémitisme, la haine anti-LGBT et toutes les formes de discrimination. J'ai rencontré il y a 10 jours de ça, le délégué interministériel, en lui faisant un certain nombre de propositions, notamment de mieux soutenir les associations d'aide aux victimes, qui accompagnent les victimes pour porter plainte, qui accompagnent les victimes dans leurs procédures judiciaires, y compris en allant jusqu'à être partie civile dans les procès, donc premièrement. Deuxièmement, selon moi, ça c'est le côté entre guillemets répressif, c'est-à-dire on est déjà victime et on se fait accompagner pour que ce soit puni par la loi. Et pour moi, ça passe d'abord par de l'éducation, par des rencontres, par des échanges, des actes citoyens. Donc c'est renforcer les moyens de l'éducation nationale, d'intégrer cette question de la tolérance, du vivre ensemble, un peu plus dans les programmes scolaires. Je sais que les enseignants font déjà beaucoup avec le peu de moyens et de temps qu'ils ont, mais je pense qu'il faudrait les accompagner, notamment par des interventions extérieures. Pareil, financer des associations, SOS Racisme, la LICRA, la Maison des Potes et autres, qui peuvent intervenir dans les établissements scolaires, qui peuvent intervenir dans les quartiers, dans les maisons de quartier, et puis surtout organiser des rencontres. Parce que je réalise quand même que il y a beaucoup de fantasmes sur l'autre. C'est-à-dire, moi, je ne connais pas les chrétiens, ils sont comme si... les juifs, je ne les connais pas. Les musulmans, c'est pareil, j'en ai jamais rencontré, mais ils veulent... Et le fait de susciter des rencontres et des échanges et de se rendre compte que la personne d'en face, au-delà de la différence de culture ou de culte, on reconnaît son humanité, on reconnaît finalement qu'on a beaucoup plus de points communs que de différences, ça suscite effectivement la tolérance. Et donc, je pense que l'État,
les collectivités locales, les mairies, les départements dans les collèges, les régions dans les lycées et l'État a évidemment une responsabilité pour essayer de retrouver un peu plus de sérénité dans notre pays. Cette responsabilité, elle est je ne sais pas quel est le bon terme, c'est pas forcément mise à mal, mais en tout cas, elle est peut-être tordue par certains membres du gouvernement actuel. Je pense notamment à Bruno Retailleau, quand il dit « à bas le voile ». Est-ce que pour vous, c'est une faute politique? C'est même ce qui peut engendrer ce type de symptômes derrière? Est-ce que là, on est à la base de quelque chose qui provoquerait cette violence ou pas vraiment? Quand je parle de climat islamophobe, je parle effectivement d'un certain nombre de discours médiatiques et politiques, et je considère que la déclaration à laquelle vous faites référence en fait clairement partie. J'ai pas voulu polémiquer sur sa réaction. Objectivement, il a fait un tweet le vendredi même. Alors là, vous revenez sur... Donc il y a Abat le voile d'un côté, et il y a le meurtre de J'ai pas voulu, dans ma Cissé. question orale ni maintenant, polémiquer sur cette question-là, de dire que... Il a réagi peut-être trop tard. Il aurait plus réagi si c'était un chrétien. Enfin, je rentre pas là-dedans. Mais vous en pensez quoi? On vous le demande d'ailleurs sur le chat. Il y a une question de Kilirix là au début du chat qui dit qu'est-ce que vous avez pensé de la réaction de M. Retailleau? Est-ce qu'il a fait une faute de ne pas y aller rapidement? Il s'est rendu à la Grande Combe dans le Gard au bout de 48 heures, alors que c'est vrai que parfois il se déplace beaucoup plus vite. Je le déplore. À Nantes, il est venu directement. Je le déplore et je le regrette. Je pense que l'émotion était telle qu'il aurait dû aller plus vite. Donc il y a une indignation à géométrie variable pour vous? En tout cas, je le vois, j'ai été à un très très grand dîner d'une communauté de chrétiens d'Orient. Je sais que Bruno Retailleau, c'est ce que je peux lui reprocher, il va considérer que les peuples chrétiens sont plus compatibles avec notre civilisation à nous. Enfin voilà, je pense qu'il développe quand même cette théorie que les peuples ou la population qui aurait une religion musulmane serait moins compatible avec la République que l'islam. Enfin, en tout cas, c'est une rhétorique qu'il a lui. Moi, c'est en ça que ce qui m'a plus choqué honnêtement, plus que le temps de réaction d'y aller en 2 jours, je l'ai déploré, je l'ai regretté. Mais ce qui m'a profondément choqué, c'est effectivement son abat le voile. On l'imagine dire à la tribune abat la kippa, on l'imagine dire abat les crucifix à une tribune. Évidemment non. Et je pense que c'était une pierre de plus. Je ne mets pas une responsabilité totale et personnelle sur lui, mais c'était une pierre de plus à ce climat un petit peu islamophobe, où moi je me mets à la place d'une femme qui porte le voile aujourd'hui et qui dit le ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire le plus haut responsable au niveau de l'État qui est censé assurer ma protection. Il dit abat le voile, qui est, encore une fois, à l'inverse de la laïcité. La laïcité, c'est quoi ? L'article 1 de la loi 1905, elle dit que la République garantit la liberté de croyance et la liberté de culte. On a souvent tendance à dire que la laïcité, c'est la neutralité, mais c'est absolument faux. Bien sûr. La laïcité, c'est d'abord et avant tout la liberté de culte. Et c'est la République qui doit garantir que chacun puisse, dans l'espace public, pratiquer sa religion dans la limite, évidemment, de ne pas perturber l'ordre public. Un homme qui porte une casquette ou une femme qui porte un bout de tissu sur les cheveux, j'ai pas vraiment l'impression que ça porte atteinte à l'ordre public et que ça nuit à l'ordre public. Et donc, selon moi, il est d'ailleurs par ailleurs ministre des cultes, je le rappelle, Bruno Retailleau, et c'était un meurtre dans un lieu de culte. Donc, je pense que c'est une raison pour laquelle il aurait dû se déplacer effectivement rapidement et prendre la mesure de la gravité de l'acte et du traumatisme que ça a causé chez nos compatriotes musulmans. Donc, effectivement, pour répondre simplement à votre question, oui, le fait de dire, dans le cadre d'une campagne électorale interne à LR, c'était un... Bien sûr, c'était un meeting pour la campagne interne. Alors non, je crois que c'était un meeting contre l'islamisme. Je crois que c'était un meeting contre l'islamisme un peu transpartisan, mais en tout cas, il est en campagne, Bruno Retailleau, il est en compétition dans une forme de surenchère avec Wauquiez sur ces thématiques-là. Et donc je pense qu'effectivement c'était une faute parce que, oui, moi je suis pour la laïcité, donc je suis pour la neutralité à l'école, c'est-à-dire des élèves et des enseignants, mais absolument pas des accompagnatrices de sortie scolaire, parce que c'est ni des élèves ni des enseignants, donc elles n'ont pas à porter le voile. Mais là, on commence à en parler à l'université. C'est-à-dire, on va interdire aux femmes qui portent le voile d'accompagner leurs enfants en sortie scolaire, de faire des études. Il n'y aura plus beaucoup de sorties scolaires. Et demain, de faire du sport. C'est-à-dire que le sport, les sorties scolaires, donc la participation à la vie de la collectivité,
Et les études universitaires, c'est des outils émancipateurs de la République. C'est comme ça qu'on sort les gens du communautarisme. Et du coup, en prenant ces décisions-là, au nom de la lutte contre le communautarisme, on va au contraire renforcer le repli sur soi, renforcer le sentiment d'exclusion et donc renforcer le communautarisme. Donc, selon moi, l'erreur vraiment majeure de Bruno Retailleau de ces derniers jours, c'est vraiment d'avoir dit à bas le voile et d'avoir remis une pièce dans la machine de ce climat islamophobe. Et Jérôme Guedj, pour parler de l'un de vos collègues, donc au groupe socialiste qui se fait maltraiter, insulter lors d'une manifestation justement contre l'islamophobie, vous en pensez quoi ? Je trouve ça absolument scandaleux. J'ai appelé moi hier à l'unité dans ma question orale. J'ai même appelé à l'unité nationale. C'est la raison pour laquelle, tout en dénonçant un climat, des discours politiques et médiatiques qui contribuent à fracturer la société, j'ai pas voulu faire une attaque en règle de les antiracistes c'est nous et vous c'est vous qui avez du sang sur les mains et c'est vous qui provoquez ces meurtres, etc. pour finalement répondre à la division par de la division. On répond pas à la division par de la division. Un homme qui prie pacifiquement dans une mosquée et qui se fait massacrer à coups de couteau et filmé, ça doit susciter une unité nationale. Et donc, selon moi, le fait d'avoir un militant socialiste dont la lutte antiraciste est au cœur de l'ADN. Moi, je suis rentré au Parti socialiste d'abord par le traumatisme de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour de la présidentielle, en me disant c'est pas possible, on peut pas avoir un parti héritier, je dis pas qu'ils sont fascistes, mais en tout cas objectivement héritier du fascisme, qui est à la tête de la République française. C'est pas possible, et c'est ça qui m'a fait m'engager. Honnêtement, le Parti socialiste est depuis toujours profondément et a toujours appelé même à voter pour un adversaire politique contre l'extrême droite, que ce soit Chirac, Macron. Donc c'est vraiment au cœur de son engagement, au cœur de son combat, et pas ce qu'il pense pas pareil, ou qu'il n'emploie pas le même mot, ou qu'il était contre le NFP pour des raisons X ou Y, se faire traiter, et je ne répéterai pas les insultes parce qu'elles ne passent pas l'antenne, mais des insultes extrêmement violentes, et se faire sortir manu militari d'un moment qui était censé être une marche blanche et silencieuse en hommage à un jeune homme de 22 ans qui s'est fait assassiner, je trouve ça purement et absolument scandaleux. Et ceux qui continuent à promouvoir la haine et la division ne sont pas mes camarades de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Et justement, pour l'unité, pour mieux vivre ensemble, est-ce qu'il ne faudrait pas plus d'heures d'éducation civique au collège? C'est ce que propose Nomad TV, et même commencer cette matière dès le CM1. Parce que c'est ce qui se dit aussi dans le chat, des fois on a du mal aussi à mettre des mots derrière le concept de laïcité. Donc essayer d'apprendre tous ces concepts, d'en parler davantage dès le plus jeune âge, dès l'école primaire, pourquoi pas en CM1, c'est ce qui est proposé. Je suis parfaitement d'accord, et je remercie beaucoup ce téléspectateur ou cette téléspectatrice, je ne sais pas. C'est Nomad TV. Nomad TV. Pour cette proposition. C'est le sens de mon intervention auprès du délégué interministériel de la DILCRA. C'est le sens de mon intervention à la tribune. Et bien évidemment, encore une fois, le racisme, la lutte contre le racisme, l'antisémitisme, l'exclusion, pour la tolérance, qui sont encore une fois des valeurs fondamentales de la République. Moi, je suis de gauche, mais avant d'être de gauche, je suis républicain, parce que je crois à cette magnifique devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Souvent, quand je fais quelque chose, je me dis, tiens, est-ce que ça va contribuer à un peu plus de liberté, d'égalité ou de fraternité, que ça doit être le chemin, ça doit être la direction. Et je pense que ça doit être plus enseigné. Encore une fois, on manque d'enseignants, les classes sont surchargées, donc je ne leur jette absolument pas la pierre. Je pense qu'il faudrait aussi parfois des intervenants extérieurs, qui sont des professionnels de l'éducation populaire sur ces questions-là. Et vous avez parfaitement raison, le concept de laïcité, quand j'entends qu'au nom de la laïcité, on va interdire le voile dans la rue, mais je me dis, on marche sur la tête. La laïcité, c'est la liberté de culte, c'est l'article 1, c'est d'abord ça. La neutralité, elle est là pour garantir cette liberté de culte. Parce que si effectivement, moi je porte une kippa et je vais à l'hôpital et je vois que mon infirmière porte le voile, je vais me dire tiens, est-ce qu'elle va me soigner pareil, etc. Si je suis moi un enfant musulman et que je vois que mon enseignante affiche le Christ sur son t-shirt, etc., je vais me dire tiens, mais est-ce que du coup elle pense pas... Voilà, on est censé avoir des lieux de neutralité justement pour qu'à l'extérieur, on garantisse cette liberté de culte. Donc évidemment, la laïcité, elle est très souvent mal comprise. On met la neutralité avant la question de la liberté. Or, la laïcité, c'est d'abord la liberté de culte et la neutralité uniquement des institutions de la République pour pouvoir garantir cette égalité des citoyens et cette liberté. Et je pense que cette notion est mal connue, et même on dit que la laïcité, ça va être contre les religions. Mais au contraire, la laïcité, ça permet aux religions de pouvoir faire leur culte en toute liberté, etc. Et derrière, effectivement, les policiers, les enseignants, les infirmières, les juges ont eux, parce qu'ils incarnent la République, un devoir de neutralité, mais seulement eux. Et les élèves, parce qu'ils sont mineurs et que c'est des élèves de l'école publique. La France Insoumise appelle à une grande marche contre l'islamophobie le dimanche 11 mai.
D'abord, est-ce que vous y serez? Est-ce que vous appelez, vous aussi, à rejoindre ce mouvement? Écoutez, je vais réfléchir, mais encore une fois, je pense qu'il faut de l'unité. Je ne suis pas certain que ce soit un mouvement politique qui n'a pas eu la moindre réaction après que mon collègue de gauche, universaliste, antiraciste, se soit fait éjecter d'une manifestation. Donc voilà, là, je pense qu'à l'appel des SOS... Je ne dis pas que c'est de la récupération, mais je suis pas sûr que je suis pas sûr que ce soit les mieux placés pour créer cette unité et cette cohésion nationale nécessaire et cet apaisement nécessaire pour qu'on se serre tous les coudes, mais y compris la droite. Enfin, encore une fois, moi je suis opposé à la droite sur le plan économique, sur le plan social, etc. Mais je considère pas que la lutte antiraciste c'est nous ou rien. Au contraire, il faut que l'ensemble des républicains avec un R majuscule, se retrouvent et en disant on se serre les coudes et on est tous ensemble et c'est absolument inadmissible. Et donc je ne suis pas certain que ce soit l'organisation politique la plus à même de créer ce large rassemblement et cette cohésion nationale nécessaire et qui amène une forme de cohésion et d'apaisement. Quand je vois ce qui s'est passé dimanche, ça m'interpelle. Et en même temps, je pourrais vous rétorquer que justement, c'est aussi peut-être à vous de passer au-dessus, entre guillemets, de ça et de créer l'unité, même autour d'un parti. Mais ça se trouve, on va se faire jeter à leur manifestation. Enfin, c'est possible. Bah, mais... Encore une fois, voilà. Donc non, moi je suis prêt à défiler à côté d'eux. J'ai défilé à côté d'eux contre la réforme des retraites. J'ai défilé, on a formé une coalition contre l'extrême droite en juillet dernier, dont j'ai profité très objectivement. J'ai même quelques militants insoumis qui ont distribué mes tracts et collé mes affiches. Donc moi je suis pas dans la diabolisation de LFI. Jamais je les mettrais au même plan que le Rassemblement national. Voilà, je leur parfois dénie le fait qu'on soit de gauche. Je reconnais que ce sont des gens de gauche. C'est pas ma gauche, mais en tout cas c'est des gens de gauche. Je suis pas certain que, encore une fois, LFI soit à même de réunir, de rassembler la nation et l'ensemble des partis politiques républicains pour que tous ensemble et du même voix, on dise aux juifs, aux chrétiens, aux musulmans et à toutes celles et ceux qui se sentent victimes de discrimination que la République est là pour les protéger. Et voilà, et j'ai même conclu mon intervention en disant, je dis, alors pas ma question orale, mais mon discours à la tribune, en disant, comme ceux qui font la promotion de la haine n'ont pas peur des mots, nous non plus n'ayons pas peur des mots. Et je dis aux compatriotes musulmans, juifs, chrétiens, à toutes celles et ceux qui sont victimes de discrimination, la République vous aime. Voilà, la République vous aime. Vous êtes chez vous et on est là pour vous protéger et pour vivre ensemble. Je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, LFI soit les plus à même de prendre le lead sur ce discours-là. Voilà, ils ne sont pas là pour vous répondre, donc du coup, non, bien sûr. on leur posera la question une prochaine fois. Je suis sûr qu'ils ne manqueront pas de me répondre. Et encore une fois, oui. je ne les diabolise pas, je ne les fais pas passer pour des extrêmes droites, etc. Mais... on passe à juste un autre sujet, parce que le Premier ministre reçoit aujourd'hui au sujet de la proportionnelle. Voilà, il s'interroge, il veut savoir un peu ce que les partis en pensent, ce qu'ils en pensent et ce qu'ils proposent. Vous en pensez quoi, de la proportionnelle ? Alors je vais parler en mon nom, parce que si vous êtes un peu renseigné, on fait partie des partis et des groupes qui sont un peu divisés sur la question. Absolument, d'où la question. Voilà. D'où la question. Donc moi, je vais vous donner mon opinion personnelle qui n'engage que moi. Alors d'abord, ça répond à deux constats que, pour le coup, je partage. Le premier, c'est qu'il y a une forme de désamour de la politique et des élus nationaux et des élus nationaux de manière générale. Moins les élus locaux, moi je suis aussi élu local, mais les maires, les conseillers municipaux, on leur en veut moins, ils sont là à proximité. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai désaveu des politiques nationaux. Et donc, il faut se remettre en question et pourquoi pas faire des propositions institutionnelles, premièrement. Deuxièmement, c'est vrai qu'il y a un défaut au scrutin actuel, c'est que si vous avez un candidat qui gagne à 51% sur une circonscription, les 49% des électeurs leurs idées ne sont pas représentées. Ouais. Celui qui gagne, il représente tout le monde, mais si moi j'ai voté pour des idées qui ont fait 49%, finalement, elles ne vont pas siéger et mes 40, je ne serai pas représenté. Alors, et donc ça, c'est effectivement un constat. Mais par contre, je trouve que le système proportionnel, moi, à titre personnel, j'y suis opposé. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour deux raisons essentielles. La première, c'est que je pense que justement pour répondre à ce désaveu, il faut de la proximité. Moi, j'ai 13 communes dans ma circonscription. Ça va du village de 69 habitants à la ville de Sarcelles, en passant par des villes moyennes. J'ai pu aller quasiment à tous les vœux des maires. Je suis en relation, je reçois des associations locales de ma circonscription, je suis en relation avec les habitants, avec les élus que je reçois. C'est une circonscription, je dirais quand même, à échelle humaine, où je peux, si demain, il y a 10 députés dans le Val d'Oise, mon département c'est le Val d'Oise, si demain, on a la circonscription, ça devient le Val d'Oise, donc 180 communes, et qu'on ait 10 députés de tout le Val d'Oise,
je peux vous garantir qu'il n'y a plus un maire d'une commune de 2000 habitants qui aura un député qui viendra à ses vœux. Je n'aurai plus de relation particulière avec le président du club de foot de la ville d'Écouen ou du club de volley de la ville de Montmorency ou de la ville de Sarcelles, parce que j'aurai d'un seul coup non plus quelques centaines d'associations dans ma circonscription, mais quelques milliers d'associations dans ma circonscription. Quel habitant, du coup, je vais recevoir? Pas les habitants à ma permanence où ils font 1,5 km et viendront me voir à ma permanence. On ira tous aux vœux de la ville-centre du département. Et donc, on a compris votre démonstration. Et donc je trouve que le fait d'avoir une circonscription, de diviser le département en 10 et de dire chaque député a un bout de territoire, ça permet de renforcer la proximité avec les citoyens, avec les associations, avec les élus, avec les maires, de suivre les projets. Les gens peuvent dire... Donc en fait, ça fonctionne très bien comme ça. Donc la proportionnelle, c'est non. Moi, c'est non. C'est non. Pour moi, c'est non. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait des 49% des gens qui n'ont pas voté pour vous, alors? Attendez, j'ai même une deuxième raison pour laquelle je suis contre la proportionnelle. Moi, vous savez, je suis vraiment... Il y a deux manières d'être élu député. Soit vous partez du haut, vous grenouillez dans les courants, dans les partis, etc., et on vous parachute sur une circonscription. Oui, ça arrive. Ça arrive, pourquoi pas. Soit vous partez du bas, ce qui est mon cas. Moi, j'habite Montmorency, ma circonscription. J'ai été militant, trésorier, secrétaire de section. J'ai été candidat, à 38 ans, c'était la 8e fois que j'avais mon nom sur un bulletin. Je suis un militant de gauche dans une ville de droite. C'est long au Parti socialiste, c'est un peu plus long dans d'autres partis. Non, mais en 2017, j'ai répudié des tracts. Après, j'ai été au comité de campagne. En 2012, j'ai répudié des tracts. Après, comité de campagne. Après, j'étais suppléant. Après, j'ai perdu une première fois. Vous êtes bien formé, quoi. Non, mais pour vous dire que je viens du terrain, j'habite le terrain, voilà. À l'inverse, quand vous constituez une liste départementale, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être les 1 ou 2 ou 3 premiers de liste qui vont être potentiellement élus, et donc ça va être ceux qui grenouillent dans les courants, dans les fédérations, ou surtout au national. On l'a vu aux élections européennes, comment sont composées les listes, c'est ceux qui sont dans les courants nationaux, etc., ou même à l'échelle de la fédération. Donc le militant local, qui va être conseiller municipal d'opposition de sa ville de droite, qui va travailler le terrain et qui petit à petit moi par exemple j'ai perdu à 200 voix la dernière fois, puis la fois suivante j'ai pu gagner, va travailler le terrain, se faire connaître des maires, du territoire, des élus, des militants, etc. Et avoir de plus en plus au fur et à mesure des années ce lien, cette connexion avec le territoire, au point qu'il finit par gagner et par représenter ce territoire-là. Je trouve que c'est des parcours qui sont relativement sains et qui sont quand même... On garde un lien avec le territoire. À l'inverse, si ça devient des listes à la proportionnelle, départementale, la manière de composer les listes, je vous le dis, s'il y avait eu la proportionnelle, jamais je serais assis sur votre fauteuil. Oui, c'est sûr. Jamais je n'aurais été élu député parce que je suis parti d'en bas et j'ai monté, je ne suis pas parti d'en haut pour me faire parachuter numéro 1 ou numéro 2 de liste à une proportionnelle sur un département. Mais vous l'interprétez comment, du coup, cette idée de François Bayrou de remettre cette question sur le tapis? C'est la raison. Je pense que ça répond aux deux arguments que j'ai énoncés au début. C'est-à-dire que c'est vrai que ce système de vote fait que quand on habite une circonscription, par exemple moi c'est la 7e circonscription, j'ai gagné à 60-40 face à un député Rassemblement National, c'est vrai que les 40% qui ont voté Rassemblement National et qui habitent Montmorency, Bouffémont ou Groslay, qui sont des villes de ma circonscription, ils n'ont pas leur idée. Pour que leur député, en tout cas, effectivement, c'est un député qui ne défend pas leur idée. Mais malgré tout, vous avez quand même, encore une fois, 25% de députés à l'échelle nationale. Et je rappelle qu'on est élu sur une circonscription, mais qu'on est député de la nation, une et indivisible. Oui, mais donc, du coup, vous leur dites quoi? Vous leur dites, tant pis, vous avez perdu. Non, je leur dis, leur idée sera défendue effectivement par des députés qui seront élus sur d'autres circonscriptions. Okay. Et voilà, moi je considère que le désamour qu'il y a par rapport aux élus, c'est pas lié au mode de scrutin. Moi, j'ai jamais eu un habitant qui est venu me voir sur le marché en me disant il faudrait quand même plus de proportionnel. Non, j'entends. Mais ils me disent il faut respecter vos promesses électorales. Ils me disent il faut que vous reveniez sur le terrain. Mais les millions de voix du RN qui sont pas forcément, voilà, c'est quand on compte stricto sensu le nombre de voix, vous savez très bien que c'est pas proportionnel, donc le nom est bien. L'adjectif et porte bien son nom au nombre de députés. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là? Je réponds que dans la circonscription voisine, c'est le Rassemblement national qui l'a emporté et que vous avez aujourd'hui 25% de l'Assemblée nationale qui est composée du RN et ses alliés. Donc très franchement, si aujourd'hui le Rassemblement national est aujourd'hui très largement représentés à l'Assemblée nationale et ce n'est pas le mode de scrutin majoritaire qui a fait qu'ils ne sont pas représentés aujourd'hui. Certes, dans ma circonscription, leur député, il est socialiste, il n'est pas Rassemblement national. Okay. Mais voilà, moi, je trouve que, certes, il y a des... Je comprends les motivations, mais je trouve que les points négatifs, c'est-à-dire le mode de désignation des candidats et la proximité avec le terrain, je trouve que ça pèse plus lourd dans la balance et c'est la raison pour laquelle, à ce jour, je suis plutôt défavorable à cette réforme. Alors, grâce au chat, vous allez peut-être avoir un argument supplémentaire
complémentaire contre la proportionnelle. XXX, alors je ne vais même pas prononcer son... Ouais, parfois c'est compliqué, mais c'est là pas c'est grave, trop compliqué, qui nous dit la proportionnelle ne sert à rien tant que le président de la République peut dissoudre quand il le souhaite. Aucun intérêt donc à faire des coalitions dans ces conditions, parce que c'est vrai que la logique de la proportionnelle, une fois les élections, c'est de faire des coalitions avec le parti qui a remporté les élections. Donc là, il n'y a pas d'intérêt à en faire finalement si le président peut à tout moment dissoudre. On a aussi en France, quand même, il faut le dire, par rapport à l'Allemagne, vous avez quand même la droite et la gauche qui gouvernent ensemble. Enfin, c'est vrai que pour nous, ça paraît totalement délirant. On a, c'est vrai, une culture politique plutôt binaire. Alors là, maintenant, on a 3 blocs, mais en tout cas, de majorité-opposition. Le fait de dire que des candidats s'affrontent sur des projets de société différents, sur des idées différentes, et que d'un seul coup, une fois qu'on a gagné, on se met ensemble, etc., je ne suis pas contre. Et encore une fois, il y a beaucoup de pays dont c'est la culture. Les pays scandinaves, l'Allemagne, etc. C'est vrai que pour nous, en France, ce n'est pas la culture. On porte un projet. Si jamais on gagne, on le met en œuvre. Si on perd, on va continuer à le défendre, mais dans l'opposition. Eh ben, on va terminer là-dessus. Alors, je vous avais pourtant promis qu'on parlerait de développement durable. On n'a vraiment pas eu le temps. Vous reviendrez. Je reviendrai avec grand plaisir. Merci pour parler infiniment. de nuisances aériennes notamment, qui est un des combats que je porte au sein de la Très bien, au sein de la commission. Merci beaucoup, Monsieur Eskenazi. Merci. Et puis justement, merci à vous. Et voilà, vous cédez la place à votre collègue. Je vous laisse rentrer parce qu'avec vous, évidemment, on va parler développement durable, enfin énergie, bien sûr. Bonjour, Henri Alpha d'Henri, vous êtes député Horizon d'Indre-et-Loire. Et vous avez assisté à la discussion sans vote sur la programmation pluriannuelle de l'énergie. Ça vous convient pas du tout? Elle vous convient pas du tout, cette PPE. La programmation pluriannuelle de l'énergie? Ouais. Écoutez, déjà, on va parler de ce que c'est. Au-delà d'un terme barbare, on parle de la politique énergétique de la France. Ouais. Ça veut dire de comment on produit des énergies, comment on les consomme, comment dans le temps on planifie tout ça. Et donc forcément, ça a des incidences majeures. Ça a des incidences majeures parce qu'une part de ce que l'on fait est financée directement par le budget de l'État, donc par l'impôt des Français. Ça sous-entend, quand on fait des choix, mieux vaut ne pas se tromper, parce que ces choix, ce sont pour la plupart des outils de production, des choses qui vivent longtemps, voire très longtemps, et que quand on se trompe, c'est un petit peu comme le Titanic, si vous voulez. Entre le moment où vous voyez l'iceberg et le moment où vous changez de trajectoire, généralement, parfois, vous êtes dans l'iceberg. Parfois, il y a un petit accident. Oui. Alors, je me permets de vous couper. Alors, vous faites bien de remettre ces choses-là dans le contexte. Et justement, donc, la loi énergie-climat de 2019 donc, proposait justement de réfléchir à cette PPE, donc cette programmation pluriannuelle de l'énergie, qui devait donc être remise au goût du jour, réévaluée en 2023. Donc ça faisait 2 ans qu'elle avait un petit peu de retard. Finalement, le gouvernement décide de la faire passer par décret. Vous avez démarré votre intervention à la tribune en disant « Vous ne trouverez jamais quelqu'un au groupe Horizon pour critiquer cette méthode, donc le fait de passer par décret, mais, et c'est le mais qui est important, mais là on n'est pas d'accord ». Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a posé problème déjà sur la forme, et on reviendra sur le fond. Déjà sur la forme, qu'est-ce qui vous pose problème dans cette méthode, dans cette stratégie? Vous avez l'impression que le gouvernement passe en force? Non, j'ai l'impression surtout que le gouvernement s'entête, sachant que la copie n'est pas bonne, à passer quoi qu'il arrive la copie. Sans quoi je peux le comprendre en partie, puisque vous savez que derrière, la manière dont ça fonctionne, c'est qu'il y a des appels d'offres, notamment pour les énergies renouvelables, où vous avez des tarifs d'achat, c'est en ça que ça impacte le budget de la France, et que s'ils n'ont pas de PPE, ils n'ont pas le cadre législatif, enfin le cadre réglementaire, pour pouvoir passer ces appels d'offres. Ça veut dire qu'en gros, vous bloquez tous les projets. Oui, on tue des filières même. Et que derrière, il y a des filières, il y a des usines avec des productions, des gens qui installent, etc. Et vous pouvez mettre en danger beaucoup de choses. Et pour ça, même si c'est imparfait, je peux éventuellement accepter que le gouvernement passe la PPE pour passer des appels d'offres. Mais au plus vite. Mais de passer par décret, c'est ce que dit Marine Le Pen. Mais ce n'est absolument pas illégal. J'invite tout le monde à aller lire l'article 34 de la Constitution, qui définit les domaines de la loi. L'énergie n'est pas du domaine de la loi. Quand on a reconstruit ce pays, quand Michel Debré et le général de Gaulle ont fait la 5e Constitution, ils ont précisément choisi de ne pas mettre l'énergie dans le domaine de la loi. Est-ce que c'est bien aujourd'hui? Est-ce que c'est pas bien? C'est pas le sujet. Ça n'y était pas. Donc c'est tout à fait légal
de passer par décret. Après, vous parliez de la LPEC, on en revient à l'horizon temporel de ce que l'on fait. Vous avez, que ça plaise ou non, aujourd'hui, votre système électrique qui repose à 70% sur de l'énergie nucléaire. C'est-à-dire qu'il tient là-dessus. Et avec de l'hydraulique, parce que l'hydraulique est aussi une énergie pilotable. Donc vous prenez l'élément... Alors pilotable, pour qu'on explique bien, en fait... C'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser quand vous en avez besoin. Voilà, c'est modulable et c'est en flux continu, donc on sait ce qu'on prend, ce qu'on arrête, ce qu'on machin, ce qui n'est pas toujours possible avec l'éolien ou avec le solaire. Mais surtout, donc il constitue l'essentiel de votre système. C'est comme si vous avez une maison, vous avez un pilier porteur, et en gros, vous vous dites, finalement, ma maison, je vais retirer le pilier porteur, et puis les murs vont tenir. Non, les murs ne vont pas tenir. Et donc, ce sur quoi tient votre système, ça a une durée de vie de plus de 60 ans. Comment voulez-vous avoir une LPEC qui vit sur 5 ans et une PPE qui vit sur 10 ans, alors que l'essentiel de votre système vit sur 60 ans? Par ailleurs, ces métiers, ce matin, on a examiné la nomination du nouveau président d'EDF. Ces métiers sont des métiers industriels. On parle de matériaux lourds, on parle de personnes avec des compétences diverses, qui ont des besoins de formation spécifiques, et tout ça ne se bâtit pas du jour au lendemain. Par contre, ça se détruit très vite, mais ça ne se bâtit pas du jour au lendemain. Ça demande des financements colossaux, qui ne s'amortissent pas sur 5 ans, 10 ans. Donc on a un problème d'échelle de temps, très clairement. Et c'est vrai que cette échelle de temps dont nous aurions besoin correspond assez mal avec une envie de la représentation nationale de se mêler de tout, si je puis dire. Et moi, ce que je défends, c'est que notre rôle en tant que parlementaire, c'est d'éclairer le public sur les enjeux, sur les grands enjeux. Qu'il y ait des oppositions sur ces grands enjeux, parce qu'on n'est pas tous d'accord, on ne l'imagine pas tous de la même manière, mais ce qui devrait nous intéresser, ce sont les grands enjeux. Et puis l'État, lui, il doit avoir les mains libres dans l'opérationnel. C'est pour ça qu'il faut qu'il puisse passer par décret sur un certain nombre de choses. Mais pas là. En tout cas, pas dans cette version-là. Non, mais moi, une fois de plus, je ne lui reproche pas de le faire. Ouais. En revanche, il faut immédiatement qu'on prépare la correction. D'accord. Ok. Qu'est-ce qui vous... Alors, on a compris pour la forme, et c'est ça qui était intéressant. Dans le fond, parce que c'est ça aussi qui nous intéresse, surtout, qu'est-ce qui vous convient pas? Déjà, elle est décroissante. Alors, c'est-à-dire que, pour dire les choses très simplement, quand vous prévoyez 1100 TWh de consommation finale, alors qu'aujourd'hui, vous avez une consommation d'énergie primaire, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme la voiture, si vous voulez. La voiture, vous avez votre essence et puis vous avez l'énergie que vous allez utiliser à la fin. C'est le rendement du moteur, qui est à peu près de 35-40%. Donc quand vous dites « je cherche mon indépendance et ma souveraineté », déjà, vous ne regardez pas la consommation finale comme indicateur. Vous regardez la consommation d'énergie primaire, parce que c'est ce que vous achetez à l'extérieur pour pouvoir vous utiliser de l'énergie. Donc quand le ministre ou le gouvernement ou la PPE, dans son écriture, parce qu'hélas, le ministre, il est obligé de faire aussi le service après-vente de ce qu'on lui a mis, annonce 1100 TWh de consommation finale, alors que vous savez que votre consommation d'énergie primaire est de 2400 TWh, vous comprenez bien que c'est un tel séisme que oui, vous pouvez y arriver, mais vous ne vous déplacerez plus, vous n'aurez plus d'emploi, vous n'aurez plus d'entreprise, vous n'aurez plus rien. Et par ailleurs, je rappelle aux Français que investir dans la transition pour faire en sorte que ça fonctionne, parce que nous avons un véritable danger existentiel avec le réchauffement climatique. C'est un vrai sujet. Seuls des pays riches peuvent faire ce pas. Et que si on s'appauvrit de manière drastique, nous louperons tous nos objectifs et nous ne tiendrons pas notre parole. Donc, l'idée de votre critique, elle tient... Alors, il n'y a pas que ça, hein, mais en tout cas, déjà, pour vous, le premier point, c'est que le gouvernement imagine qu'on puisse moins consommer d'énergie. Ça vous semble aberrant? Il faudra. Non, mais c'est la proportion. Il faudra consommer moins d'énergie. Il faudra consommer mieux d'énergie. Ouais. Bon, en même temps, il y a que des générations nées après-guerre qui pensent qu'ils peuvent gâcher les choses. C'est des choses qu'on n'imaginait pas avant, gâcher.
Donc déjà, revenons à une chose de base, qui est de ne pas gâcher ce que l'on a. Par ailleurs, il faut améliorer le système. On parlait du moteur tout à l'heure. Quand vous avez un moteur qui a 30% de rendement, si vous passez à un moteur qui a 60% de rendement, vous utilisez mieux l'énergie. Ouais. Et puis, in fine, et ça, bon, on peut dire qu'il y a un accord sur tous les bancs là-dessus, presque en tout cas, qui est de dire, le cœur du sujet, c'est toutes ces énergies dont nous avons besoin pour faire fonctionner notre société et qui émettent des gaz à effet de serre, il faut absolument, le plus tôt possible, les réduire. Ne plus émettre de gaz à effet de serre. Donc vous avez 2 leviers pour ça. Il faut d'un côté que vous produisiez plus d'énergie décarbonée, notamment à travers l'électrification, et forcément baisser le niveau de besoin d'énergie primaire dans le même temps. Donc ça, de toute façon, il y a un accord, mais c'est l'ampleur. L'ampleur est incohérente. L'objectif est inatteignable. Et pour atteindre cet objectif, donc l'idée, vous en parliez, donc énergie décarbonée, et pour ça, il n'y a pas 15 milliards de solutions, il y a du nucléaire ou du renouvelable. La lecture de cette PPE, elle diverge en fonction du bord politique duquel on la lit. C'est dommage, ben oui, parce que c'est scientifique avant tout. Alors, c'est de la physique. D'accord. Donc, vous dites... on développe le nucléaire, les EPR de type 2, donc on continue là-dessus. Et en même temps, Dominique Voynet dit et ce sont des faits, quand on voit le fiasco de Flamanville et d'autres, ce qui est vrai... Quand on parle de gens qui ont organisé le fiasco, forcément... c'est pas elle qui a tapé dans la citerne pour que le truc s'échappe. Quand vous cassez la recherche, quand vous cassez l'exploitation, quand vous cassez la rentabilité d'un objet, quand vous cassez les chaînes d'approvisionnement, quand vous cassez l'ensemble des données d'un écosystème qui font que, effectivement, vous avez tout renchéri, et à la fin vous dites que ça ne marche pas, c'est un petit peu facile. Si je fais exactement la même chose avec les énergies renouvelables, j'aurais beau dos de le dire. D'ailleurs, je n'ai même pas besoin de faire ça pour vous dire que les énergies renouvelables vous coûtent beaucoup plus cher au budget de l'État que le nucléaire. Ah ben, oui. Voilà. Alors donc même sans rien casser, c'est déjà le cas. Donc Dominique Voynet est quand même quelqu'un qui a eu une position particulière vis-à-vis du nucléaire dans notre pays, il faut quand même dire les choses clairement. Donc j'entends qu'elle continue dans le chemin qui a toujours été le sien, mais si on en est là aujourd'hui, c'est notamment parce que des personnes comme elle ont agi de cette manière-là. Ou aussi ont imaginé un monde sans nucléaire, en tout cas en développant autre chose. On peut imaginer un monde sans guerre, on peut imaginer un monde sans faim, on peut imaginer un monde sans pauvreté. Pour vous, c'est inimaginable. On peut imaginer tout un tas de choses. Et puis à un moment, il y a la réalité de la vie, et puis il y a des réalités physiques. Et on a besoin du nucléaire. Quand on parle d'émissions de CO2, quand on parle de consommation énergétique, quand on parle d'agriculture, vos plantes ont besoin d'une certaine quantité de soleil pour se développer. Tout ça, c'est scientifique. Ça ne se fait pas au doigt mouillé. Ça ne se fait pas sur une opinion personnelle, une croyance personnelle. Donc, on peut le faire à titre individuel, mais nous, on est quand même responsable, quand on est élu, de l'ensemble de nos concitoyens, dans le cadre de l'intérêt général. Et normalement, nos décisions, on ne doit pas les prendre là-dessus. Et on parle de Dominique Voynet, mais Kirillix nous dit dans le chat que Dominique Voynet a dit pendant ce débat que les parlementaires n'étaient pas assez calés pour parler de l'énergie. Vous en pensez quoi? Vous les côtoyez, ces parlementaires, donc. Chacun peut parler pour lui-même, et je la laisse... Vous y connaissez, en tout cas. Je laisse libre ses propos. Écoutez, je fais en sorte de me donner les moyens de pouvoir parler de ce sujet. Déjà, je m'y intéresse depuis longtemps. Maintenant, on en revient, n'importe quel député qui vient ici n'est pas compétent sur tous les sujets que nous abordons. On aborde l'ensemble des sujets de la société. Donc c'est toujours pareil, c'est comme vous. Vous-même, en tant que journaliste, vous ne connaissez pas a priori l'ensemble des sujets que vous abordez. Qu'est-ce que vous faites? Vous documentez, vous lisez, vous mélangez les sources. Surtout Marco, il le fait très bien. Mais j'imagine. Donc on n'est pas différent. Si on veut se donner les moyens de comprendre quelque chose, on peut le faire. Après, il y en a qui le font sur beaucoup de sujets, après il y en a qui le font sur moins de sujets, il y a des hyper spécialistes et autres.
Voilà, Non, mais ce qu'on veut dire aussi, c'est qu'il y a aussi une question de vision. Et c'est ce que propose aussi la politique. La politique, c'est au-delà je suis d'accord. Voilà, on se rejoint là-dessus, c'est-à-dire qu'au-delà des faits, comme vous le dites, etc., ou sur lesquels, écoutez, normalement, a priori, tout le monde s'accorde. Après, il y a des visions, et c'est ce que la politique propose à ses partisans ou pas, enfin, ceux qui vont potentiellement voter pour eux. Donc, en effet, il y a des personnalités politiques qui aspirent à un monde avec moins de nucléaire et qui pensent pour cela développer d'autres choses. Vous faites partie de ces personnalités politiques qui pensent que le nucléaire doit faire partie intégrante de la solution, voire est la solution. Alors, il ne peut pas y avoir de « et la solution », que je l'ai dit avant, tout ça est scientifique. Mais que ce soit une énergie décarbonée, ça, on est tous d'accord là-dessus. C'est une des solutions. Une des solutions, ok. Dans des pays industrialisés depuis le début du XXe siècle, ayant développé des réseaux électriques centralisés avec tout le maillage industriel qui va derrière, oui, le nucléaire, si on veut réussir la transition climatique au niveau mondial, il faut que ces grandes zones économiques se décarbonent et se décarbonent vite, et il aura forcément une place prépondérante. Ok. Voilà. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas d'énergie renouvelable. Vous pouvez avoir des énergies renouvelables, mais j'ai été rapporteur de la loi d'accélération sur les énergies renouvelables. Je ne souhaite pas opposer les deux. Maintenant, il faut qu'on soit cohérent avec nos propres arguments. On ne peut pas dire « nous n'aurons pas de nouveau nucléaire avant 2035 » et donc il faut que nous développions des énergies renouvelables en attendant. Ça veut dire que donc on peut les développer vite. Et donc quand on constate que nous sommes en surproduction parce que les volumes exportés vendus par EDF sont anormaux, c'est anormal, ça s'appelle bien une surproduction, contrairement à ce que dit le ministre. Et donc ça veut dire que vous n'avez pas réussi tout un tas d'autres politiques dans l'électrification des usages. Okay. Et que ce que fait la PPE, la nouvelle PPE, à terme, vous dépenserez 15 milliards d'euros par an sur le budget de la France pour financer de nouvelles installations d'énergie renouvelable, alors que vous n'avez pas trouvé les consommations en face. Donc il n'y a aucune urgence à les déployer, puisque par essence, elles se déploient vite. Ok. À propos d'urgence, moi j'ai une question sur le timing, oui. Qui est du coup plus une question de forme. François Bayrou a repoussé l'adoption du décret d'ici à la fin de l'été. Certains l'accusent de ménager les députés du RN pour éviter une censure. Vous en pensez quoi ? Je pense que le gouvernement, et c'était vrai dès le début de cette nouvelle législature, est de fait dans une situation inconfortable. Vous avez une majorité qui est somme toute très étriquée, et donc, quel que soit le sujet, le gouvernement est dans une situation difficile. Et là, vous rentrez dans un sujet encore plus complexe, puisque vous l'avez dit, il y a parfois une segmentation idéologique très forte. Ça touche des questions de politique budgétaire extrêmement importantes à un moment où vous savez que nous avons des déficits qui sont en plein dérapage, ce qui aura peut-être un jour des impacts calamiteux pour notre pays. Donc vous comprenez bien que oui, on rentre sur ce sujet-là en forte zone de danger. Mais il faut faire peut-être grâce au gouvernement de décaler aussi cette publication du décret pour peut-être en corriger certaines erreurs. Ça peut ne pas être inintéressant. Ça peut ne pas être inintéressant. Est-ce que je pense que c'est l'idée ? Je pense que c'est... Vous savez, il n'y a pas qu'une idée, au même titre qu'il n'y a pas qu'une énergie, il n'y a pas qu'une idée. Il y a certainement une série d'idées qui leur font prendre cette décision. Marco ? Oui, dans le chat, ça réagit un peu sur le nucléaire. Il y a une personne qui nous dit si le renouvelable se déploie vite, pourquoi le nucléaire, qui est complexe, long à développer, serait la meilleure solution face au renouvelable, alors même que, et certains le rappellent aussi dans le chat, qu'il y a des scénarios scientifiques qui montrent qu'on peut mélanger une part d'énergie renouvelable avec une part d'énergie nucléaire. Il n'y a pas forcément besoin de mettre tous les moyens sur l'énergie nucléaire pour être indépendant. Le rapport du GIEC le montre. Alors, il y a plusieurs rapports qui le montrent. Le rapport du de GIEC, la communauté scientifique le rapport du GIEC, et RTE aussi, surtout, qui avait... exactement, et on nous le dit dans le chat, RTE, et qui avait plusieurs scénarios avec parfois moins de nucléaire, c'est vrai. Le rapport du GIEC ne s'occupe pas de la France, en particulier. RTE avait fait des scénarios. Ce sont aussi les scénarios qui lui ont été commandés.
commandée par un pouvoir politique. Donc, la réalité, on en revient, elle est simple. Nous n'avons pas tous la même histoire en matière énergétique. Quand vous êtes allemand et que votre système tient sur du charbon et sur du gaz, vous avez une des choses qui est très importante en matière d'électricité, c'est la disponibilité de la ressource et la montée en charge. Parce que les industries peuvent avoir besoin d'avoir immédiatement de l'énergie disponible. Donc quand votre système est basé là-dessus, vous avez besoin de le décarboner, vous allez pouvoir effectivement développer beaucoup d'énergies renouvelables comme l'a fait l'Allemagne, et encore c'est une limite, même en Allemagne. Oui, parce qu'il y avait pas mal d'énergie qu'ils importaient. Mais justement, vous gérez cette disponibilité et cette montée en charge à travers les centrales au gaz et centrales au charbon que vous avez. Le nucléaire, ça ne fonctionne pas comme ça. Oui, c'est une énergie qui est pilotable, mais en revanche, vous ne la débranchez pas et rebranchez pas comme ça. À l'envie. Il y a des questions de sûreté nucléaire, et justement, c'est une question de transparence, et il n'y a pas d'acceptabilité du nucléaire, et puis personne ne voudrait faire du nucléaire en prenant le risque d'un accident nucléaire. Ouais. Donc, vaut mieux, quoi. Donc, vous ne faites pas n'importe quoi avec. J'étais à Chinon, à la centrale nucléaire de Chinon vendredi. Je suis arrivé à 11h et la centrale de Chinon avait reçu l'ordre d'RTE de débrancher la centrale pour supporter le pic d'énergie solaire. C'est une procédure qui met à peu près une demi-heure et vous voyez bien après le temps que vous allez mettre pour redémarrer. Et les centrales nucléaires, et j'en reviens à ce que vous disiez sur Dominique Bonnet, elles n'ont pas été calculées pour fonctionner de cette manière-là. L'équilibre économique d'une centrale nucléaire n'a pas été calculé comme ça. Donc la manière dont on développe des énergies renouvelables en France met en danger le nucléaire. Contrairement à ce qu'on dit, on ne mise pas sur les deux. On joue systématiquement l'un contre l'autre. Et c'est ça qui est extrêmement gênant. Vous pensez que c'est compatible et qu'il faut justement faire avancer les deux en même temps ? Bien sûr. Et l'éolien en mer, par exemple. Bien l'éolien en mer dont le Rassemblement national ne veut pas entendre parler. Vous en pensez quoi, vous ? J'en pense qu'il faut regarder les coûts. Aujourd'hui, vous êtes aux alentours... On est très en retard. Mais plein de pays ont développé l'éolien en mer, alors qu'on a quand même une façade maritime qui serait super intéressante, je crois. Les autres pays n'ont pas 52 réacteurs nucléaires. Ouais. On n'est pas très en retard. Quand vous produisez 45 TWh de plus que vous avez besoin et que vous exportez, vous n'avez pas besoin d'énergie électrique en plus immédiatement. Sauf à penser qu'il faut réduire le nucléaire. Non, mais c'est pas... Je ne peux pas me faire la défenseuse d'un cas ou de l'autre. C'est juste pour poser des questions. C'est pas le sujet. Enfin, vous, en tant que citoyenne, vous êtes en droit de nous exiger des comptes sur la manière dont on utilise l'argent public, sur l'efficacité de ce que l'on fait en matière de transition climatique et écologique. Et donc aujourd'hui, quand vous voyez ce volume de 45 TWh, et je ne parle même pas de tous les volumes produits par des énergies renouvelables que nous payons et que nous sommes obligés d'effacer pour ne pas mettre dans le système parce qu'ils sont à prix négatif et parce qu'on ne sait pas quoi en faire, c'est quand même relativement scandaleux quand on y pense. Eh bien, si vous voulez, ce que vous devriez nous exiger, c'est de dire mais enfin, moi, je n'arrive pas à changer ma voiture qui est polluante, je n'ai pas les moyens de le faire, et on me dit qu'il faut une voiture électrique, je ne peux pas l'avoir. Peut-être que vous pourriez m'accompagner mieux pour que je m'équipe, comme ça, je consommerai de l'électricité, je participerai de la décarbonation, ma vie s'améliorerait. Et une fois qu'on aura réussi ça, peut-être qu'il s'il faut redévelopper plus d'électricité, on le fera. Mais on se crée une forme d'urgence alors que ce n'est pas la réalité que nous avons. Nous avons une urgence à agir contre le réchauffement climatique, mais tout ça demande méthode
et pragmatisme. Et réflexion aussi. Du coup, la loi qui est d'abord passée au Sénat de M. Gremillet va arriver, je crois, le 16 juin, si je ne dis pas de bêtises, à l'Assemblée. C'est ce qui vous permettra aussi, en tout cas, c'est ce qui permettrait au gouvernement d'améliorer sa copie et non, vous n'y croyez pas à ça? De prendre un peu les informations de cette discussion autour de cette loi, enfin autour de ce texte, pardon, pour peut-être proposer quelque chose qui qui vous conviendrait mieux, en tout cas qui ferait plus consensus. Non, cette loi Gremillet, parce qu'elle est plutôt... Écoutez, vous me posiez la question sur le calendrier de la PPE. Ouais. La loi Gremillet peut s'inscrire sur certaines idées de pourquoi ce calendrier-là. Ça peut désamorcer des choses. Et maintenant, avec tout le respect que j'ai pour mon collègue sénateur Gremillet, cette loi ne résout rien et n'apporte rien par rapport aux enjeux. Okay. C'est peut-être l'opportunité de faire quelque chose, mais il va falloir réécrire beaucoup de choses dedans pour sortir du problème. Moi, ce que je défends, c'est de dire, nous, parlementaires, nous devons poser un objectif de production décarbonée, d'énergie décarbonée à long terme. Quand on dit production décarbonée, ça comprend du nucléaire et des renouvelables. Je vois de l'hydro aussi. Oui, l'hydro est un vrai sujet. On pourrait augmenter l'hydro, notamment à travers des steppes qui permettraient, qui sont des bassins en gros, qui permettent de stocker de l'énergie, notamment des énergies intermittentes. Il faut le faire. Le potentiel de développement n'est pas non plus gigantesque, parce qu'on a déjà bien exploité l'énergie hydraulique en France, mais il y a des leviers. Mais donc, pour moi, on devrait se concentrer à poser cet objectif à long terme de production décarbonée et se contenter de faire ça. Parce que derrière, il y a des sujets connexes. Forcément, si vous fixez un objectif de production, ça veut dire que vous avez une petite idée de l'objectif de consommation que vous visez. Ça veut dire que vous avez une petite idée des usages que vous allez mettre derrière, du besoin en matériaux critiques pour faire les installations dont vous parlez. Construire tout ça, donc derrière, il y a des travail de prospective qui n'est pas assez... Et voilà, et là, on donnerait à entendre à nos concitoyens les éléments majeurs du débat. Et après, puisqu'il faut planifier, puisqu'il faut être efficace, il faut laisser l'opérationnel être opérationnel. Et l'opérationnel dans le monde public s'appelle l'État. Et moi, je fais confiance à l'État là-dessus. Je crois qu'on a bien compris votre point sur cette PPE. Et donc, on en reparlera parce que ça va revenir incessamment sous peu. Petite question rapide, puisqu'il ne nous reste plus énormément de temps. Vous le savez, le Premier ministre, François Bayrou, s'occupe aussi, pas que de l'énergie, il s'occupe aussi de la proportionnelle. Il consulte. Ça prend de l'énergie. Et ça prend de l'énergie. Absolument. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, chez Horizon, ou vous, personnellement, de la proportionnelle? Il n'y avait pas trop ça, je crois, chez Horizon. Je ne pense pas qu'il y ait une grande appétence chez mes collègues pour la proportionnelle. Je ne ferai pas parler Édouard Philippe non plus dessus, mais je sais qu'en tout cas, ce qui nous occupe, c'est de pouvoir proposer un projet à ce pays, réformer ce pays, et donc ça veut dire qu'à un moment, il faut que vous ayez une majorité pour le faire. Alors, il ne faut pas non plus tomber dans la caricature, il y a des systèmes de proportionnelle qui peuvent vous garantir une majorité, mais dans ce cas-là, je ne suis pas sûr que ceux qui veulent la proportionnelle... Soit ceux qui en bénéficient. Soit ceux qui voudraient de ce système-là, en plus. Oui. Non, moi, j'en veux pas. Déjà, c'est un peu une histoire. Quand on en revient, si on reprend Michel Debré, justement, qui est quand même le père de la 5e Constitution, il disait que la France a deux maladies, le fait de vouloir tout le temps changer de constitution et vouloir le fait de changer tout le temps de suffrage. La 5e avait mis un terme à ça. Effectivement, là, on vit des choses qui peuvent poser question. Mais la réalité aussi, elle est que nous vivons dans un pays qui n'est pas n'importe quel pays, qui est un pays qui est une puissance militaire, qui est doté de l'arme nucléaire, qui est membre du Conseil de sécurité de l'ONU, et que ne serait-ce que déjà, si vous regardez ça, hormis des pays qui n'ont pas notre sens de la démocratie, en tout cas pour ceux qui ont le sens de la démocratie ou qui en sont, il n'y a aucun pays qui est à scrutin proportionnel. Ce ne sont que des pays à suffrage majoritaire. Parce que ça demande une réalité dans la décision, etc. Par ailleurs, j'entendais mon collègue, vous aviez invité avant, avec qui je suis en total accord. Ce n'est pas la culture française. Visiblement, César le disait dans la guerre des Gaules, donc ça fait relativement 2000 ans que ça dure. Je ne sais pas si César c'est le meilleur exemple, mais...
Non, mais la guerre des Gaules est assez intéressant sur la description des Gaulois par rapport aux Germains. Oui, vous avez raison. Il le dit comme ça, les Germains se réunissent toujours en rond, palabrent pendant des heures, finissent par avoir une décision commune, pendant que les Gaulois se répartissent toujours en deux camps, se tapent dessus, accouchent difficilement d'une décision et retournent leur veste une fois qu'ils l'ont eue, à la première rumeur. Donc, visiblement, ça fait 2000 ans que ça dure. D'ailleurs, en termes d'intégration, ça montre que finalement, ça ne marche pas trop mal. Mais donc, il y a cette question-là. Et puis il y a la question de la relation au territoire, de la relation à nos concitoyens. Nos concitoyens considèrent déjà suffisamment qu'on est coupé et qu'on ne vit pas dans les réalités. Il est évident que la proportionnelle, c'est le régime des partis. Oui, j'allais vous dire justement que les Français ils sont quand même très favorables dans les sondages à la proportionnelle. Et est-ce que vous ne pensez pas justement, alors qu'il y a une crise de confiance dans le politique, dans les institutions, que ça reboosterait le vote, que ça diminuerait l'abstention? Mais vous savez, ça fait des années qu'on se fait piéger. Vous mettez une idée dans l'air, vous en parlez tous les jours, etc. Et puis à la fin, on dit que les gens sont très favorables. Moi, je suis désolé, ce n'est pas ce que je constate sur le terrain. Moi, les gens ils seront favorables au retour du cumul des mandats. Ils ont un attachement à leurs élus à travers le suffrage majoritaire uninominal. Je ne crois pas du tout à ça. Si vous voulez aller encore plus loin dans la logique de cour, faisons le scrutin proportionnel. C'est pas tant ça, mais qu'est-ce que vous répondez à ces 11 millions d'électeurs du Rassemblement national qui ne se sentent pas du tout représentés? Que je préférerais interdire le fait de pouvoir se maintenir au deuxième tour pour ceux qui ne sont pas arrivés dans les 2 premiires places. Voilà, ça casserait cet effet de tambouille, etc., qui est détestable. Ça clarifierait les choses. Les Français retrouveraient un choix en 2 tours net et on n'aurait pas besoin de passer par là. Et est-ce que vous pensez, comme Laurent Wauquiez, que discuter de proportionnelle et la proportionnelle en elle-même peut institutionnaliser, je crois que c'est le terme qu'il a employé, le chaos politique actuel? Est-ce que vous suivez cette idée? Je comprends l'angoisse ou la peur de conduire à ça. Et en même temps, avec le Parlement qu'on a en ce moment, on adopte quand même des lois, ça roule difficilement. Pardon, mais excusez-moi, on adopte beaucoup de lois, on fait beaucoup d'occupationnels. D'ailleurs, moi je suis très précautionneux au moment où nos concitoyens vivent des moments difficiles, où il y a des licenciements, où la situation internationale est catastrophique, où la question de l'énergie est une question prégnante, qui est l'un des défis majeurs pour résoudre la transition écologique, etc., que faire toutes les PPL qu'on fait, qui ne font pas grand-chose, voire qui font des choses pas très intéressantes et parfois des bêtises, et surtout les choses où on s'occupe des élus, c'est vraiment... Pas la préoccupation. Vous occupez de vous pendant que vous devriez vous occuper de nous. Et je ne suis pas sûr que ça soit un superbe signal qu'on donne à nos concitoyens. Eh ben on va finir là-dessus. Merci beaucoup d'avoir participé à Légistream. Merci à tous les deux. Merci Fanny et Marco. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, avec 2 élus pour discuter, posément, sereinement, avec du temps de politique et de vous et de nous et de tout ça. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.